BFM Business. C'est votre argent, Marc Fiorentino. Absolument, absolument, c'est votre argent, je le dis bien fort, c'est votre week-end et je le dis encore plus fort, c'est une émission vraiment exceptionnelle parce qu'on va se focaliser sur les thèmes qui ont marqué la semaine et qui ont un impact sur votre argent. On va le faire comme d'habitude, mais encore plus que d'habitude, sans langue de bois, avec de bons coups de gueule, mais vous le savez maintenant. Ça devient sérieux là. Pour une émission exceptionnelle, il faut des invités exceptionnels. J'ai donc l'immense plaisir de vous présenter notre Jedi de l'économie et de la finance. Son expérience de la gestion nous apporte un éclairage très important sur les marchés et il domine le top des gérants depuis quelques semaines. Vos oreilles ont sifflé un peu, Eric Blaine. Ouais. Vous êtes directeur de la gestion action chez Swiss Life Banque Privée. Bonjour Marc, bonjour. Vous avez entendu parler de ça, non ? J'en ai entendu parler, oui, c'est agréable. Merci de me... Il y a des gens qui vous l'ont dit ou personne, votre mère Non, l'émission est écoutée quand même chez Swiss Life, donc voilà, j'en ai entendu parler. Elle connaît parfaitement notre santé. Et elle est en plus spécialiste de tous ces robots qui vont bientôt détruire nos emplois. C'est Alice Labou, présidente de Trecento M. Vous n'avez pas honte de travailler pour qu'on n'ait plus de job ? Ça vous gêne pas ? Bien sûr que si, on aura du travail, il faut juste... Vous avez vu la note de l'OCDE ? Exactement, je l'ai vu aujourd'hui. Il ne va plus y avoir de boulot. Si, il va y avoir du boulot. 50% des boulots vont disparaître à cause de vous, ça vous gêne pas ? Non, ça ne me gêne pas parce que des nouveaux boulots vont se créer. Mais j'y crois pas, ça. Ah si. Mais on voit bien toutes les écoles qui naissent où on développe le code, l'intelligence artificielle. On aura plus besoin de codeurs bientôt, non ? Bientôt les robots vont coder. Bah oui, alors. C'est pour ça qu'on n'est pas obligé d'ailleurs de mettre ses enfants à coder parce que ce sera trop tard quand ils seront grands. Qu'est-ce qu'on va faire alors ? On va faire plein de choses. Ok, vous nous direz. Ces newsletters boursières sont lues par des milliards de personnes dans le monde. Il connaît parfaitement les valeurs moyennes. Il est toujours bronzé. Il a toujours une Rolex. C'est Eric Lewin, directeur des publications Agora. Comment ça va ? Vous la cachez, la Rolex là. Qu'est-ce que vous avez comme montre, Marc ? Moi, j'ai une Swatch. C'est une vieille. Hein. Vous le savez maintenant, pendant que certains tournent en boucle, que d'autres font des ronds dans l'eau, elle préside un grand cercle, le cercle des épargnants, c'est Valérie Plagnol. Bonjour Valérie. Bonjour Marc. Comment ça va ? Ça va très bien, merci. Bon, vous avez une lourde responsabilité. Je me sens un peu orpheline, mais je vais essayer de votre ami Emmanuel. Emmanuel, bien sûr. Il a parlé, ça sera le premier thème. Oui, il a parlé, cette fois, il s'est exprimé, il n'y a pas eu de catastrophe, et il a annoncé tout ce qu'on attendait, mesures sur les petites retraites, baisse d'impôts, oui, baisse d'impôts, pas de modification de l'âge légal de la retraite, mais incitation forte à travailler plus longtemps. Ce n'était pas la révolution attendue après le grand débat. Qu'est-ce que ça change pour la France ? Qu'est-ce que ça change pour notre argent ? Valérie Plagnol. En fait, on n'a pas eu grand-chose de neuf et pas beaucoup de chiffres. Donc, j'ai un petit peu de mal à vous répondre au-delà de ce que nous savions quasiment déjà au moment de l'intervention de notre président. Effectivement, ça a été dit, il est question de soutenir le pouvoir d'achat des Français. On sait qu'un certain nombre de mesures avaient déjà été annoncées. On n'a plus du tout entendu parler de taxes non plus sur les produits pétroliers. Oui, ça, voilà, tout ça est terminé. Et l'autre versant de cette histoire, c'est comment on va financer tout ça. Oui, parce que c'est ça. Bon, là, il avait l'air de faire beaucoup de cadeaux. Donc, il a parlé de suppression de niches fiscales. Bon, nous, ça nous intéresse ici. Effectivement, pour les entreprises. On a des idées, il y a des pistes. Vous avez. Alors, les niches fiscales ou les crédits budgétaires sont devenus en fait un outil de politique budgétaire très utilisé en France. La Cour des comptes s'y attelle régulièrement et considère que c'est devenu très compliqué et c'est devenu trop important. Donc effectivement, il y a quelque chose de l'ordre d'une réorganisation fiscale. On aurait préféré que ça se fasse dans un cadre un peu plus global et mieux organisé, mais c'est vraiment une jungle et c'est vraiment un fouillis incroyable. Le problème, donc il va arriver à financer, il va arriver à supprimer des niches pour financer les 5 milliards. Il parle de 5 milliards de baisse de... 5 milliards, effectivement, c'est à peu près ce qui était déjà dans les tuyaux, on le voit bien. On profite de la baisse, effectivement, des coûts, du coût de la dette pour l'instant. C'est ce qui, à peu près, permet d'équilibrer avec une perspective de croissance un peu meilleure. Mais on est déjà... En fait, Marc, franchement, j'ai pas appris grand-chose.
on a déjà eu l'essentiel de ce propos. On savait déjà, et on le voit, qu'il y a une dérive budgétaire et qu'on ne fera pas beaucoup d'efforts budgétaires en termes structurels. Éric Lewin, vous avez été charmé par, votre idole. C'est mon idole, ouais, non. Enfin, j'ai tout regardé, l'émission, le débat, j'en ai eu pour 2h30, je suis arrivé à 17h50, je suis resté jusqu'à 20h30. Il a été franchement assez bon sur la forme. Ouais. Maintenant, sur le fond, il y a quand même beaucoup d'interrogations. Et moi, j'ai un sentiment quand même, c'est qu'il a peut-être envie de laisser filer le déficit. Vous avez vu qu'il y a eu un tweet de quelqu'un que vous connaissez très bien, c'est Olivier Blanchard, l'économiste en chef du FMI, qui en gros fait comprendre que laisser filer le déficit quand les taux d'intérêt sont bas, c'est pas si problématique. Et moi, j'ai le sentiment... C'est devenu la nouvelle théorie. Hein. Ça a un nom, hein. On appelle ça la MMT, la moderne monetary theory. Non, mais c'est à la mode. C'est devenu à la mode. C'est mis très en avant, notamment par les démocrates américains. Et je me demande s'il ne s'inspire pas de tout ça, parce qu'on ne sait pas du tout comment il va financer. Ça reste très flou. Et moi, ce que j'ai trouvé quand même, c'est qu'il a fallu que les journalistes lui posent les questions pour qu'il donne enfin les mesures chiffrées, parce qu'on restait quand même dans le grand blabla. Donc je trouve qu'il n'y a pas grand-chose. Alors c'est vrai que les réductions d'impôts, ça fera entre 150 et 200 euros par foyer, mais enfin c'est les foyers, c'est les gens, je crois qu'il y a moins de 40 000 euros par an à deux, ce qui fait quand même pas beaucoup. Donc c'est pour un électorat qui est un petit peu gilet jaune sur les bords. Donc finalement, il contente les gilets jaunes, il contente cet électorat, et tout semble aller pour le mieux jusqu'au moment où on va chiffrer tout ça et on va s'apercevoir que le déficit budgétaire va aller plus vers 3,3, 3,4, 3,5 que 3%. Vous pensez qu'on va déraper on est déjà en train de déraper, on le sait, et ça a déjà été mis en place. Tout le monde dit qu'on s'en fout. Non, alors moi personnellement je m'en fiche pas. D'autre part, on vient de représenter le programme budgétaire jusqu'à 2022, le plan de stabilité dans le cadre européen. Il n'y a pas d'efforts structurels significatifs dans le cadre de nos engagements européens. Donc on le sait. De toute façon, c'est déjà dans les chiffres, et effectivement, on table sur une croissance en espérant qu'il n'y ait pas trop d'accidents. C'est quand même un peu ennuyeux de ce point de vue, parce que la rationalisation en fait de la sphère publique d'une manière générale mérite véritablement d'être mise en œuvre. Alice, ça vous a inspiré? Vous vous êtes dit, ça y est, c'est bon pour notre argent, ils vont baisser mes impôts? Pas tant que ça, à vrai dire, mais c'est certain que tout a été quasiment dit, mais après, ça s'adressait plutôt effectivement à une frange de la population qui n'est pas forcément une frange de gros épargnants. Donc par conséquent, peut-être que de ce point de vue-là, il n'y avait pas grand-chose à en tirer. Moi, je suis chef d'entreprise, j'ai pas vu de différence, j'ai pas entendu quelque chose qui m'ait particulièrement marqué. Et sur le fait que les déficits filent, de toute façon, la politique française, ça fait combien de dizaines d'années qu'on prend et on donne. C'est notre seule manière d'être réélu, par exemple. Moi, j'étais réconforté et déçu. Ouais, quand même. Réconforté parce que, quand même, pour notre argent, il réintroduit pas l'ISF. Donc ça, c'est quand même... il n'était pas question, mais enfin là... C'est clair, quand même. Ben oui. C'est le gérant star, ça. Ben oui. Et ensuite, déçu. Pourquoi déçu? C'est sûr de ça je crois que c'est clair, là. C'est clair? Ouais. C'est clair. Jusqu'en 2020. D'accord. Je crois qu'il va regarder fin 2020 s'il y a eu des efforts de fait. S'il se rend compte qu'il y a eu des efforts de fait, il n'y aura pas l'ISF. Sinon, il pourrait Sauf que les efforts, on ne peut pas du tout les mesurer, donc ça ne veut rien dire. Donc c'est un pipeau complet. Ouais. Et déçu parce qu'effectivement, il parlait quand même à la population, et en particulier, il faisait des cadeaux fiscaux moyen bas des revenus en France. Et là, il a un langage quand même qui est quand même d'un grand commis de l'État, on comprend rien et c'est chiant, quoi. Donc ça m'a déçu. Il aurait pu faire un effort pour tout le vocabulaire. Oui, mais il n'y a plus d'ENA, donc il a oublié tout ce qu'il a appris à l'ENA. Donc d'un coup, parce qu'il va l'enlever de son CV. Ça serait bien, ça serait quand même une bonne chose. Et donc pour le coup, on revient aux anciennes recettes. Là, c'est vrai. Il prend l'habit des anciens hommes politiques où il fait de la dette et c'est pas financé. Donc voilà. Alors j'ai deux sujets que je voudrais voir avec vous sur ce thème-là. Les retraites. Donc les retraites, c'est important parce qu'on sait qu'une grosse partie de l'argent qui vous est confié, vous les gérants, vient d'une épargne de précaution pour la retraite, parce que les Français ont déjà basculé sur la retraite par capitalisation. Donc là, l'idée, c'est de dire, on garde 62 ans, Valérie, mais on va avoir un système de décote, c'est ça? Alors, il existe déjà, c'est ça? Ce qu'on voit, nous, on fait notre baromètre annuel. D'abord, les Français sont très attachés, effectivement, à cet âge légal de la retraite, et l'idée de le reporter, vraiment, n'emporte pas les suffrages, c'est le cas de le dire. Donc, on sent bien que là aussi, il y a un moyen terme qui aussi est confié, je vous rappelle, à la négociation autour de Jean-Paul Delevoye pour trouver effectivement un moyen terme. La force démographique, l'inertie démographique fait que de toute façon, les carrières vont être de plus en plus courtes dans les générations qui arrivent, et il faudra compenser, et le report va se faire, et le principe de la décote et de la surcote. Donc c'est ça
ça, le système, ça va être ça. C'est-à-dire qu'on va vous dire, vous avez le droit à l'âge légal, c'est 62 ans. 2 ans, mais si en vous fait, n'y êtes pas, à terme, si vous voulez toucher, 78 ans. ouais, c'est ça, si vous voulez toucher 100%, si vous voulez toucher votre retraite à taux plein, il faudra attendre 92 ans. Non, alors ça va se faire de manière. C'est une arnaque en fait. Non, parce que ça va pas se faire aussi brutalement et de manière aussi enfin, on est déjà à 63 ans. Mais c'est quand même important parce que je trouve que. Alors par contre, ça peut laisser une certaine liberté, une certaine marge de manœuvre. Il y a des gens qui ont des carrières difficiles et qui sont fatigués, usés à un âge et qui se disent voilà, j'ai un horizon. De moins en moins quand même. Mais on va effectivement progressivement le faire. Ce qui est important, alors moi ce qui me pose problème, c'est que alors même qu'on distribue du pouvoir d'achat, pour l'instant, notamment l'INSEE nous dit le taux d'épargne des ménages va rester très élevé, voire même va progresser. Donc les gens n'ont pas l'air d'acheter complètement la baisse des impôts, ou du moins craignent qu'elle vont remonter derrière. Éric Blen, on a l'impression que les gérants s'en foutent complètement, quoi. Enfin, moi je vois aucun mouvement sur les marchés, même pas d'un point de vue secteur, cyclique. On a l'impression que le président de la France parle. La bonne nouvelle quand même là-dedans, c'est que on a vu que le soutien, les 10 milliards qu'il a annoncé en fin d'année dernière, quand même, ça a soutenu l'économie française. Donc au niveau de la consommation, ça a été bien meilleur que l'Allemagne qui s'est enfoncée quand même dans la récession, que l'Italie qui est en récession depuis un moment. Donc la France, encore une fois, elle a la capacité de résistance. Bon, et puis du coup dans le secteur de la distribution qui était mal parti, ça s'est vu. On a Fnac qui a remonté un peu, Carrefour qui va un peu mieux, Casino qui a arrêté de baisser. Donc on l'a vu quand même un petit peu. Donc on l'a vu. Et justement quand il parle, Alice, par exemple, vous l'avez regardé ou pas, ou regardez le résumé, vous dites tiens, pour les marchés, qu'est-ce que je peux en tirer, ou on a l'impression que c'est totalement déconnecté et que ça a plus d'impact sur notre argent à part les retraites, mais pas sur nos placements, c'est ça que je veux dire. L'impact des discours politiques sur la bourse dans l'ensemble n'est pas... Sauf de Trump. Sauf évidemment des pays qui sont les plus puissants. D'accord, vous voulez dire qu'on ne compte plus du tout dans l'échiquier financier international. J'ai pas dit ça, mais bon... C'est déprimant ce que vous nous dites. Oui, je sais. C'est-à-dire que vous voulez nous remplacer par des machines, et en plus la France ne sert plus à rien. Éric Lewin. On s'en fout complètement. Tant que les taux sont bas, tant que la BCE fera une politique monétaire accommodante, on s'en fout complètement que le déficit budgétaire explose. Donc on s'en fout. Le discours de Macron, il n'y a aucun impact sur les marchés. Mais ça, c'est un vrai changement. Non, mais ce discours qu'on entend chez Éric, c'est un vrai changement. Moi, je le lis tous les jours dans la presse anglo-saxonne. Il y a le fameux rapport de Olivier Blanchard qui est tombé, en fait, est un constat. Et si on regarde les chiffres, depuis 2014, la croissance nominale, c'est-à-dire la croissance en volume plus l'inflation, est supérieure au taux d'intérêt en France, pour prendre l'exemple français. Donc effectivement, on a en fait, et c'est d'ailleurs ce qu'il dit dans son rapport, après il dit d'autres choses dans ses tweets, c'est une fenêtre d'opportunité. C'est-à-dire que sans rien faire d'autre que d'équilibrer ses comptes budgétaires, hors charge d'intérêt, on peut faire de la relance. On peut réduire. Non, on peut surtout réduire sa dette. Mécaniquement, on réduit sa dette et on la réduit aisément. Sauf si on augmente le déficit, c'est ça, et de faire de la relance. Et à ce moment-là, ce qui est à la mode. Faire quoi? C'est pousse au crime surtout, on l'a vu. Enfin, bien sûr. C'est pousse au crime parce que dès que les taux d'intérêt vont remonter, on va dire voilà où sont les pays endettés. Et tout d'un coup, ça va être une catastrophe. Sauf qu'on nous dit que les taux d'intérêt ne remonteront jamais du fait de l'absence totale d'inflation. Ça, justement, c'est pousse au crime parce que bien sûr qu'ils vont remonter. On peut pas rester. Bien sûr Éric Blen, bien sûr qu'ils vont remonter. Pourquoi? On est à zéro, donc à un moment donné. Au Japon, on est resté 30 ans à zéro. Valérie, vous connaissez bien le sujet, non? Mais pas en termes réels. C'est toujours pareil. Les Japonais ont mis énormément de temps et la Banque du Japon a mis du temps à ramener les taux. Ça fait plus de 20 ans. Ils étaient effectivement très bas, mais en fait, ils payaient la dette et ils se sont endettés de façon catastrophique. Ça ne veut pas dire qu'un jour, ça va pas finir par éclater. Oui, mais attendez, sur le Japon, excusez-moi, sur le Japon, moi j'étais trader et on pariait toujours sur la remontée des taux d'intérêt et j'ai toujours perdu de l'argent sur la remontée des taux japonais et on me disait toujours, à l'époque c'était 150% du PIB, puis 200, puis 230 et il s'est rien passé. Mais longtemps ne veut pas dire toujours. Allez, on passe à une autre folie qui est en train de traverser Wall Street en ce moment. C'est le carnaval à Wall Street, c'est le délire aux États-Unis, c'est reparti comme dans les belles années de la bulle Internet. Toutes les licornes entrent en bourse. Allez, on y va. Lyft, Pinterest, Zoom Vidéo, bientôt Uber et beaucoup d'autres. Personne à part Zoom Vidéo ne gagne d'argent. Tout cela vaut des dizaines, voire des centaines de milliards. Attention, danger. Éric Lewin, oui ou non? 2000, j'ai l'impression de revivre 2000. On venait de se connaître d'ailleurs en 2000.
J'étais dans cette auguste maison, Marc. Et c'est vrai que quand je vois... Alors, vous parliez de Zoom vidéo. Alors, c'est sûr que c'est bénéficiaire. Alors, depuis l'IPO, ils ont gagné 86%. Oui, le cours a pris 86%, c'est ça. Et l'IPO, c'était quand même il y a 10 jours. Alors, ça vaut 17 milliards en bourse. Alors, vous avez dit qu'ils sont bénéficiaires. C'est vrai. Ils font 330 millions de chiffre d'affaires avec 7 millions de bénéfices. Donc, j'ai pas la force. Non, mais c'était les seuls qui perdaient pas d'argent. Voilà. Alors, Pinterest, c'est quand même extraordinaire. Ça Attends, redonnez les chiffres. 330 millions. 330 millions de chiffre d'affaires pour 7 millions de bénéfices avec une valeur de 17 milliards. 17 milliards, c'est ça. Vous avez Pinterest. Alors, c'est le réseau de photos, etc., très prisé par les jeunes. Les jeunes préfèrent Instagram, mais certains font du Pinterest. 15 milliards de valo, chiffre d'affaires de 756 millions d'euros et perte de 60 millions d'euros. Et ça fait plus 50%. Alors, on attend aussi aux États-Unis Douyu. C'est une plateforme de streaming en Chine avec des valorisations stratosphériques, genre 20 fois le chiffre d'affaires. On attend Luckin Coffee, qui est le concurrent de Starbucks. Là aussi, 20 fois le chiffre d'affaires. Alors, par miracle... là, on n'est pas dans la techno. Non. Mais là, c'est vraiment des boîtes... Et alors, le miracle, c'est que Lyft, quand même, a baissé, parce que Lyft... Alors, expliquez-nous, Lyft, c'est le concurrent d'Uber. C'est le concurrent d'Uber. Ils ont 30% de part de marché, alors qu'Uber... Ils sont introduits avant Uber. Ils sont introduits Uber n'est pas encore introduit. À $72, c'est monté à 88, et là, ça vaut 56. Parce que les investisseurs... En très peu de temps. Hein. Ouais, parce que les investisseurs se sont dit que ça valait quand même 16 milliards de capi, pour un chiffre d'affaires de 2 milliards et 900 millions de pertes. Et ce qui est rigolo, c'est que sur CNBC, on a interrogé le patron de Lyft, on lui a dit, est-ce que vous pensez être rentable? Et le mec a dit, franchement, je sais pas. Ouais, c'est-à-dire que je n'ai aucune vue sur ma rentabilité. Peut-être 2022, peut-être 2000. Le mec ne sait pas, quoi. Non, alors il y a aussi intéressant que ça, c'est qu'on a eu la note d'information sur Uber, puisque Uber va s'introduire en bourse. Oui. Et là aussi, ils mettent bien, parce qu'il y a tous les facteurs de risque, pas de renta. Aucune perspective de rentabilité tant qu'il n'y aura pas la voiture autonome. Donc c'est quand même un truc complètement... Alors j'ai quand même pris, je finirai là-dessus, les chiffres d'Uber. Donc Uber devrait venir sur une valo entre 80 et 90 milliards de dollars. De 100, hein, non, 80, 90. Le dernier tour de table, c'était 76. Ouais. Certains pensaient que ça serait 110. C'est ça. Et finalement, on s'est dit 110, c'est beaucoup trop. Mais même à 90 milliards, chiffre d'affaires 11 milliards et perte opérationnelle 3 milliards. Donc Eric Blaine, qui est l'un des plus grands génies de la finance française, j'aimerais bien qu'il m'explique en termes de rentabilité et de ratio boursier comment on peut payer ça. À part de se dire que c'est une disruption massive et qu'on est dans l'innovation technologique la plus pure. Mais il y a un moment, ça peut éclater cette histoire. Dans ce genre de choses, moi je suis d'accord avec Marc, hein, c'est n'importe quoi. Voilà, c'est tout. Comment vous voyez ça? Parce que oui, c'est n'importe quoi, mais enfin, moi je me rappelle quand même, Eric, avoir dit, je préfère le dire, à Facebook, quand Facebook s'est introduit en bourse, les valos me paraissaient folles et on a continué à exploser. Google nous paraissait très cher quand ça s'est introduit en bourse et regardez aujourd'hui. Ouais, mais ils avaient des positions peut-être incontournables, ces deux-là. Ce qui n'est pas le cas d'Uber. Ça inspire quoi un gérant, on va dire, excusez-moi, un peu traditionnel et value, de voir ça? Et finalement, est-ce qu'on peut passer à côté de ça? Bah, on peut quand même passer à côté de ça, à mon avis, parce que quand on explique, enfin, ce qu'on ne comprend pas, il faut pas investir dans ce qu'on ne comprend pas. C'est aussi simple que ça. Or là, les valorisations, moi, j'arrive pas à les comprendre, j'arrive pas à les justifier par une théorie DCF classique, etc. Il faut effectivement prendre des parts de marché, imaginer qu'ils vont conquérir le monde, tout comme l'a fait Amazon, pour pouvoir imaginer que les profits augmentent sensiblement et qu'on justifie les cours d'aujourd'hui. Et il faut pas d'erreur. Bon, moi, j'ai du mal à faire ça. C'est aussi une question de flux, je pense. C'est même pas en fait, c'est un peu comme la Chine, quoi. C'est-à-dire, c'est pas une question de valo, c'est une question de flux. C'est-à-dire que les gens veulent dans leur portefeuille de la tech, de plus en plus de tech. La tech a démontré sa capacité à faire des grosses performances dans les belles années. Ceux qui n'avaient pas de tech, eh ben, ils faisaient pas le figure sur les fonds généralistes par rapport à d'autres. Et du coup, tout le monde court derrière le papier. Et même s'il y a eu effectivement ces introductions en bourse, finalement, la taille du flottant qui a été mis en bourse est relativement faible. Ce qui fait que ça crée comme ça un appétit super fort. Donc les books sont pleins, sont sursouscrits, les gens payent le haut de la fourchette. Et donc là-dessus, en fait, c'est même plus un sujet de valo. Et juste pour revenir à Lyft, sur ce que disait Eric, c'est que, en fait, en tout cas, peut-être que je me trompe, mais moi, ce que j'ai vu, ce qui a fait aussi baisser le cours à la différence des autres, c'est qu'il y a quand même certains actionnaires qui ont attaqué le top management, notamment sur le document de référence d'introduction en bourse, où il manquait un certain nombre d'informations clés. Voilà. Donc, je sur crois la qu'il y a robotique, il y a aussi ce type de délire, non? En termes de valo, il y a beaucoup de startups. Alors oui, la robotique, en fait, c'est d'abord et avant tout un marché non coté. C'est-à-dire la plupart du temps, c'est ceux qui ne sont pas cotés en bourse, qui sont détenus par des fonds de private equity. C'est pour ça que moi, j'ai voulu prendre date en disant il va y avoir soit des rachats faits par des industriels, soit des introductions en bourse. Et oui, on court derrière le papier, clairement, parce que on sait que la Chine a fait son plan Made in China 2025, donc il va y avoir beaucoup d'argent qui va arriver sur le segment. Donc tout le monde sent bien que ça frémit, que ça frétille. Donc il faut y aller, il faut aller acheter les entreprises, il faut essayer de trouver des pas trop chers, mais oui, ça coûte cher. Il y a une entreprise, vous la mettez dedans, Balio, c'est de la robotique ou oui, pas? Balio pour nous c'est de la robotique, bien sûr. Bien donc sûr. Balio qui a
des chariots élévateurs. C'est ça, et qui travaille avec Amazon surtout énormément. Qui a signé un trait. Qui a loupé son IPO, mais qui a rebondi incroyablement bien, non? Voilà, maintenant. Nous, on a plutôt perdu de l'argent. On est rentré à l'IPO, on a perdu de l'argent. C'est une des rares françaises qu'on avait. Malheureusement. En robotique. À la différence, pardon, je finis. Balio, c'est B-A-L-Y. La France, on en avait. Faut préciser. Bah oui. Non, mais c'est important. Non, parce qu'après, les gens pensent Balibalo sur son prénom. Ce qui n'a rien à voir. On en avait parlé la dernière fois, mais quand même, les IPO en France, et notamment cette IPO magnifique qui était Balio, a manqué de souffle et a manqué aussi de souffle en termes de flux. C'est pourquoi les IPO européennes et françaises particulièrement fonctionnent pas très bien en termes de perf, c'est parce qu'il n'y a pas de flux. Et comment il pourrait y avoir des flux? Eh bien, peut-être réfléchir à ce qui est, je sais pas, des fonds de pension, qu'on ait beaucoup plus d'ouverture. Il y a pas d'épargne, il y a très peu d'épargne longue en France. Si on fait un point par rapport aux autres pays, mais ça mériterait une émission. Je veux dire, c'est un des vrais sujets de l'animation de la bourse. Je voudrais laisser la parole à Valérie une seconde. Sur la macro, il y a deux choses. En fait, vous avez levé le doigt, vous pourrez parler. Je suis tout à fait d'accord. C'est que la bonne nouvelle dans cette histoire, et s'il y a probablement des effets de valorisation excessifs, c'est les introductions en bourse. Le fait qu'on retrouve un marché de plus en plus liquide, alors qu'on avait... Aux États-Unis, hein. Alors, beaucoup aux États-Unis, parce que partout dans le monde, au premier trimestre, ça a été une catastrophe. Par rapport au premier trimestre de 2018, il y a eu une très forte baisse. Mais ce qui est certain, c'est que plus il y aura d'introduction en plus il y aura de flux d'épargne vers ces sociétés, plus on a un marché stable, liquide, à base large. Et ça nous manque terriblement. Beaucoup de gens maintenant commencent à parler d'un Nasdaq européen, de faire un marché à la taille européenne, c'est vraiment ce qui nous manque. Sauf qu'il ne faut pas qu'on se prenne des tôles, parce que toutes ces introductions, Lyft, Eric le rappelait, est en dessous de son cours, si toutes ces introductions explosent... Bon, on peut signaler aussi, juste petite parenthèse, que cette semaine, on a eu pour la 3e fois une entreprise américaine qui a passé les 1000 milliards de dollars. C'est donc, cette fois-ci, c'est Microsoft. Donc, c'était pas les GAFA. On a eu une première fois Apple, puis Amazon, et maintenant, c'est Microsoft. Et Microsoft, c'est quand même un comeback incroyable, quoi. Eric, vous vouliez dire un truc intelligent, non? Ouais, je pense que c'est... Non, pas super intelligent, mais c'est dans la moyenne de ce que je fais habituellement. La problématique des essayez IPO... de vous dépasser. C'est terrible. De me surpasser, c'est compliqué. Non, ce que je veux dire, c'est que sur les IPO en France, la grande problématique, c'est qu'elles venaient à des niveaux stratosphériques aussi. Donc si on a assisté à des baisses entre 30 et 60%, c'est parce qu'il y avait beaucoup de sociétés, que ce soit dans la tech, que ce soit dans les biotech ou dans les medtech, où elles étaient beaucoup trop chères. Mais il n'y en a pas eu tant que ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même un problème, on va pas faire toute la partie là-dessus, mais il y a quand même un problème de mentalité. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, le succès se mesure le jour où on s'introduit en bourse. En France, ça n'existe pas. C'est-à-dire, aujourd'hui, les entrepreneurs... Vous disiez que c'était une question de flux à lui. Je ne suis pas sûr. C'est-à-dire, je pense qu'aujourd'hui, il y a un problème de mentalité. Un entrepreneur qui a envie de se développer, il va faire du private equity, il ne va pas forcément chercher de l'argent sur le marché. Venir en bourse, c'est pas une consécration et on revient en Europe. Aux fondamentaux de l'éducation, évidemment, de la problématique que l'économie n'est pas apprise à l'école, ou peu, et que donc on n'a pas cette culture. Il y a eu beaucoup de gadins, Marc. Attendez, quand vous regardez sur 3 ans, les boîtes perdent entre 30 et 50%. Eric, vous dites quoi, vous, quand vous conseillez des clients? Jamais d'IPO. Jamais d'IPO. Jamais d'IPO. D'accord, vous nous l'aviez dit. Ouais, jamais d'IPO. Je pense que c'est beaucoup trop dangereux. Alors, ça ne veut pas dire que je m'intéresse pas à la société après, mais je trouve que souvent la mariée. Donc vous la laissez s'introduire? Je laisse introduire. Je laisse perdre 30 ou 40% où on s'aperçoit qu'un lock-up a été brisé par un actionnaire et puis finalement le titre a perdu 30%. Puis après, je regarde. Et si jamais elle a continué à monter parce qu'il y a des introductions qui sont bien passées, et puis sur les medtech biotech, à part 2 qui sont nanobiotiques, c'est Pharnex. Je suis extrêmement suspicieux sur les biotech parce que franchement, quand on n'est pas un très très grand spécialiste du secteur, il y a beaucoup de coups à prendre. Très bien, on va se retrouver en deuxième partie de l'émission pour continuer sur l'actualité de la semaine, vous donner des conseils et vous donner ce que vous attendez tous, le top 3 des gérants. Pour la 14e saison, BFM Academy part à la recherche des grands entrepreneurs de demain. Cette semaine, découvrez les castings à Nancy et Vannes. Seuls 12 candidats pourront poursuivre l'aventure. Projet, ambition, charisme, qui saura vous convaincre? BFM Academy avec Laure Closier et Nicolas Dose. Samedi à 21h, dimanche à 8h30 et lundi à 19h sur BFM Business. Envie de créer votre entreprise? Suivez BFM Academy avec le Crédit Agricole. Toute une banque pour vous. Envie d'en savoir plus sur les opportunités qui s'offrent à vous? L'intelligence économique vous permet d'appréhender au mieux votre environnement et de mettre en place des actions efficaces pour votre entreprise. Vous profitez ainsi de nouvelles opportunités pour votre organisation. Québecrolls vous offre un panel de solutions adaptées à vos besoins, quel que soit votre secteur. Québecrolls, solutions et outils de veille sur mesure pour les professionnels.
Téléchargez gratuitement l'application RMC Découverte. Vos programmes préférés sont disponibles en direct et en replay sur tous vos écrans. Le meilleur du documentaire est sur RMC Découverte. Retrouvez BFM Business à la radio dans les grandes villes de France. À Paris, 96.4. Découvrez toutes les fréquences FM de BFM Business sur bfmbusiness.com. BFM Business. La France a tout pour réussir. BFM Business. C'est votre argent, Marc Fiorentino. Oui, c'est votre argent. Non, j'allais reprendre toute la présentation. Non, mais c'est la deuxième partie, donc c'est pas exactement la même chose. Donc on se retrouve avec Valérie Pleugnol et franchement, elle fait un travail formidable parce qu'elle tient toute la partie macroéconomique de cette émission face à des cancres comme Eric Lewin qui ne connaissent rien. Ben voilà, mais heureusement, il y a Alice Labou qui va nous remplacer avec des robots qui nous attendent à la sortie du studio et Eric Blaine qui se demande ce qu'il est venu faire là. On va parler des marchés, on va parler surtout du pétrole, mais aussi du dollar. C'est la guerre. Bah oui, Bob Marley, mon enfance. Les États-Unis ont encore franchi un pas, ils veulent totalement asphyxier l'Iran avec l'aide de l'Arabie Saoudite. Le pétrole a rebondi, mais l'Arabie Saoudite et ses alliés sont prêts à intervenir en augmentant leur production, ce qui fait que les marchés n'ont pas l'air très inquiets. Quant au dollar, il flambe. Est-ce que tout ça est un signe quand même de l'extrême puissance américaine et de la puissance de votre ami Donald Trump, Valérie Pleugnol? On en a déjà parlé, vous le savez, l'Amérique vient de basculer du côté des plus grands, et même le plus grand producteur mondial. Oui. C'est cette révolution qui est en cours depuis quelques années. Ça change la face du monde. Ça change la face du monde depuis plus de 40 ans. Il faut le dire, il faut le répéter depuis parce que avant le choc pétrolier, on est revenu dans un pays qui, maintenant le Congrès depuis 2015 a même autorisé les exportations, ce qui n'était plus le cas. Alors c'est un pays qui va aussi beaucoup consommer, donc qui continuera à importer. Alors c'est effectivement un président qui, à mon avis, parce qu'il a des problèmes intérieurs, va avoir des problèmes extérieurs de plus en plus difficiles. D'accord. Je ne suis absolument pas d'accord. Il fait remonter le dollar. C'est parce qu'il souhaite. Il fait la pluie. Il fait la pluie. Oui, mais c'est un signe de sa puissance. Et il a, depuis le début de sa présidence, il aimerait bien que le dollar baisse. Et effectivement, il n'y arrive pas. Ce qui pose problème d'ailleurs pour un certain nombre de pays émergents qui se retrouvent de nouveau sous pression. Et la hausse des prix du pétrole, on sent bien aussi que être ami de Donald Trump, c'est compliqué parce que les Saoudiens l'ont appris à leurs dépens à l'automne dernier. Ils avaient commencé à ouvrir les robinets de pétrole parce que la promesse d'un arrêt complet des exportations iraniennes était déjà donnée par Donald Trump. Finalement, ils ont laissé mais là, ça y est, 1,4 million, je sais pas, c'est début mai. Ouais. On verra. Mais entre-temps, il y a aussi le Venezuela, entre-temps, il y a la Libye. Depuis, il y a aussi des Européens qui n'achètent plus de pétrole russe parce qu'il y a un problème de scorie dans les tuyaux. Et tout ça crée effectivement une tension supplémentaire. Je ne suis pas sûr que l'Amérique la maîtrise complètement. Maintenant, ça aide effectivement les producteurs de pétrole américains. Alors, tension, mais zéro volatilité sur les marchés. Hein. C'est-à-dire que là encore, bon, Macron, j'ai compris, vous en foutez. Alice, le pétrole, vous n'allez pas me dire aussi que tout le monde s'en fout aussi? Non, mais là, c'est le pas dollar, on s'en fout pas. Tout ça, c'est important. Oui, c'est important. Et alors, pourquoi personne ne réagit? Pourquoi la volatilité des actions est aussi bas? Et pourquoi vous inquiétez pas de tout ça? Le pétrole, ça vous inquiète pas? Pourtant, à ce la stade, santé... non, ce que vous disiez, c'est... De toute façon, les Américains avaient quand même annoncé ce qu'ils voulaient faire. 2008, crise, ils ont dit, nous serons en 2020 les premiers producteurs mondiaux de pétrole. Quitte à tout casser sur leur territoire et à créer des maladies et des problèmes écologiques qu'on verra pendant des siècles et des siècles. Ah, c'est ce qu'ils ont... Oui, quand même, il faut regarder. Hein. Donc, parce que le pétrole de schiste, pour aller le chercher... C'est très bon pour l'environnement. Ah, c'est parfait. On fait sauter des montagnes entières, on injecte des produits chimiques pour faire ressortir et liquéfier le produit. C'est vraiment très bien pour les générations qui vivent sur le côté, c'est très bien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, Trump, c'est Trump, quoi. Je veux dire, il est exactement en droite ligne avec lui-même. De toute façon, avec l'Iran, ça fait quand même un moment qu'il se motive sur le sujet. Là, ce qu'il a annoncé, on pouvait aussi s'y attendre un petit peu, non ? Moi, je crois que le trouble, il est sur le moyen terme, parce que ce qui est en train de se produire, en fait, l'effet secondaire de tout ça, c'est que le dollar sera moins utilisé en termes de monnaie internationale. Ça fait depuis un siècle qu'on nous le dit. Et là, la Chine prend de la puissance. Ouais, mais regardez, le dollar remonte. L'Iran et la Russie sont d'accord. Et puis, je crois qu'il y a pas mal de pays européens qui seraient d'accord aussi pour utiliser autre chose que... Ouais, mais alors pourquoi le dollar monte ?
Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ah oui, Non, c'est lié au différentiel de Non, mais je sais pas, moi, quand même. Il joue le béotien. Non, vous avez fini. C'est très bien. Moi, je crois que franchement, l'effet, c'est que le dollar commence à utiliser et que la Chine prend une expansion considérable aujourd'hui dans le monde, ce qui fait qu'on a un déclin des États-Unis et Trump l'accélère. Alors après, pourquoi est-ce que le dollar monte à court terme? Certainement parce que effectivement, tout le monde se réfugie aujourd'hui sur le leadership de Trump. Mais je crois que c'est du court terme. Tout le monde se réfugie sur le leadership de Trump. Vous entendez, Valérie Pagnol, cette phrase incroyable. Mais moi, je suis très inquiète à moyen terme, je suis d'accord avec vous, sur les États-Unis, parce que premier puissance producteur de pétrole, exportateur de matières premières, de produits agricoles, enfin, c'est vraiment pas l'avenir, quoi. Vous avez quand même une puissance intelligente. Ils ont quand même Microsoft, ils ont quand même Google, ils ont Amazon, ils ont Facebook. On peut pas dire que... Mais la balance commerciale américaine, c'est des matières premières. Éric Lewin, vous piétinez, je sens que vous avez un truc incroyable à dire. La croissance américaine est sortie, elle est en hausse de 3,2% sur le premier trimestre, ce qui est nettement supérieur aux attentes. Donc il y a un tel différentiel de croissance entre les États-Unis et l'Europe. C'est pour ça que la balle est pour l'euro-dollar qui est à 11,40 pour l'instant. Et c'est plutôt une bonne nouvelle pour toutes nos sociétés exportatrices européennes. C'est plutôt pas mal. Maintenant sur le pétrole, moi je crois que tant qu'on ne dépasse pas le niveau des $80, il ne va pas se passer grand-chose. Et après tout, toute cette histoire du pétrole, ça permet des grosses fusions-acquisitions, parce qu'il ne vous a pas échappé qu'il y a une petite boîte qui s'appelle Anadarko, qui est située dans le bassin permien entre le Nouveau-Mexique et le Texas aux États-Unis, où il y a d'énormes réserves de schiste. Et bien, il y a une énorme bataille boursière. Il y avait Chevron qui a mis 33 milliards de dollars. Il y a Occidental Petroleum qui met maintenant 39 milliards de dollars. Donc ça permet aussi au secteur pétrolier de bien se comporter. Donc pour l'instant, c'est plutôt positif pour les marchés. Et justement, on va parler des marchés. J'ai une question à vous poser. Oui, vous savez, mais moi je dis qui saura quelle allocation d'actifs avoir dans ce contexte. Les indices boursiers ont effacé totalement, c'était pas du tout ce qu'on avait prévu, la baisse de la fin d'année. Nouveau record historique pour les indices américains, 30% de hausse pour la Chine depuis le début de l'année, 18% pour le CAC. Alice, qu'est-ce qu'on fait? On continue à jouer du violon. Ouais, on continue. Oui, on continue. On continue à être sur le marché action, à mon avis. Simplement, il faut réallouer vers des secteurs qui sont plus défensifs. Comme la santé, la robotique. Par exemple, non, mais la robotique, c'est pas particulièrement défensif. Loin de là, il y a plutôt de la vol. Mais non, en tout cas, de mon point de vue, il faut aller dans les zones. Il y a les thèmes en croissance et les zones en croissance. Ce que disait Eric est juste. C'est-à-dire qu'en fait, malheureusement. Enfin, quelqu'un qui m'aime bien dans cette émission. Voilà. Non, elle a dit ce que vous avez dit. C'est un miracle. Et elle l'a noté parce que c'était tellement rare. J'ai même enregistré. Non, mais en réalité, c'est vrai que moi, je suis toujours un peu surprise de voir que les investisseurs européens, quand je vais leur présenter des fonds actions internationales, n'investissent qu'en Europe. Quand on regarde la croissance européenne versus la croissance américaine ou la croissance asiatique, je pense qu'il n'y a pas besoin. Donc, qu'est-ce que vous nous dites là? Il ne faut plus investir en Europe? Moi, j'investirai très peu en Europe. Surtout, je continuerai aux US et j'irai encore en Asie. Voilà. Aux États-Unis, même si on est sur les plus hauts historiques, c'est les États-Unis. Depuis que je suis sur les marchés, ça commence à faire un petit moment. On me dit que ça va être le déclin des États-Unis, qu'il va y avoir un découplage que l'Europe va se découpler, les marchés financiers et tout. On n'a jamais rien vu de tout ça. Donc aujourd'hui, moi, je continue à considérer qu'il vaut mieux aller dans des zones où la croissance est plus forte et donc les débouchés pour les entreprises dans lesquelles nous investissons sont plus importants. Éric? Oui, moi je serais un peu plus favorable à l'Europe que ça, parce que essentiellement parce qu'on a très mal fini 2018 et on s'aperçoit que c'était très exagéré. Donc on devrait finir quand même 2019 à un niveau bien supérieur de 2018. Maintenant on est monté un peu vite, il y a quand même pas mal de bourses qui sont surachetées, de titres qui sont surachetés. C'est ce qu'on nous dit sur ce plateau depuis des semaines et ça continue à monter. Hein. Ça tient bien, mais il y a des rotations sectorielles internes. Expliquez ça. Une rotation sectorielle, c'est-à-dire qu'en fait tout d'un coup on voit un secteur qui sous-performe et puis un autre qui monte beaucoup plus que la bourse. Donc par exemple, les financières ont remonté récemment. Par exemple aussi, on a vu le pétrole qui a remonté, on a vu les pharmaceutiques qui ont baissé, les télécoms n'ont rien fait depuis le début de l'année, ils avaient bien performé l'année dernière. Donc on a à l'intérieur du marché en fait un travail qui va vers le rattrapage des valeurs qui ont le plus déçu l'année dernière parce que c'était exagéré de penser qu'elles allaient décevoir autant que ça. Donc on a des rattrapages de valeurs industrielles, on a eu les valeurs des rattrapages de grandes valeurs, les financières maintenant. On va certainement passer aux petites et moyennes capes, ce qui serait peut-être une bonne idée parce qu'elles n'ont pas encore toutes remonté sur les petites capitalisations. Ah,
Vous pensez ça aussi, Eric? C'est un peu remonté quand même, parce que l'écart n'est plus que d'1,5 point entre le CAC 40 et le CAC Mid and Small. Il doit y avoir 17 et 15,5. Maintenant, moi, je remarque, c'est qu'on est tous dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est-à-dire que toute la place de Paris est baissière, pensant qu'on allait consolider. À 5 millions, on devait consolider. À 5 400, on devait consolider. Et en fait, la consolidation ne vient pas parce qu'il y a un faisceau d'événements favorables, quoi. Les politiques monétaires sont accommodantes. La séquence des résultats et des chiffres d'affaires qui viennent d'être publiés en France, c'est plutôt pas mal. Sur la semaine, il n'y a pas beaucoup de déceptions. Il y a peut-être du côté de Peugeot, peut-être un peu du côté de Michelin, mais il y a quand même pas mal de valeurs au plus historiques, Safran, Dassault Systèmes notamment. Qu'est-ce que vous nous dites? C'est quoi le conseil là sur l'allocation? Je pense qu'il faut rester en action, mais moi j'ai un biais un peu différent parce que moi je suis très stock picking. Donc contrairement à Eric, qui lui a peut-être plus une allocation sectorielle, je suis stock picking. Je pense qu'il ne faut pas se sortir du tout des actions. Maintenant, moi je pense qu'une consolidation nous ferait du bien parce qu'on commence à valoir entre 14 et 15 fois en France, 16 à 17 fois aux États-Unis. À valoir quoi en termes de PER, c'est le cours. Non mais dites-le, expliquez quand même. C'est le ratio cours sur bénéfice. D'accord. Donc on commence à être quand même assez bien valorisé. Donc on a besoin, à mon avis, d'une respiration parce que 17% sur 4 mois en annualisé, vous êtes bien meilleur que moi pour faire les calculs, ça fait quand même beaucoup. Mais cette respiration vient pas du tout parce que les gérants en plus sont pas là. Quand vous regardez depuis le début de l'année, il y a quand même 90 milliards de décollecte. C'est-à-dire qu'il y a peu de volume. Il y a peu de volume, d'accord. Au niveau mondial sur les actions, il y a quand même 90 milliards de décollecte depuis le début de l'année. Donc si jamais beaucoup se sont sous-investis, ce qu'il faut bien comprendre sur le marché, qui est assez intéressant quand même à voir, c'est que beaucoup de gérants actions ont eu tellement mal l'année dernière qu'ils se sont dit je m'en reprends pas une deuxième en 2019, donc j'abaisse mon exposition et si jamais ça remonte, je reprendrai. Sauf qu'ils n'ont pas réussi à avoir de points d'entrée, c'est monté tellement vite, tellement fort, ce qui fait qu'effectivement beaucoup de gérants sont peu ou pas dans le marché et donc ils peuvent courir derrière le papier. Qu'est-ce qu'on dit dans le cercle des épargnants? On est sur du plus long terme. On est sur du plus long terme, vous savez bien. Donc, vous leur dites quoi? Quelle stabilité. Je leur dis, vous le savez, la question du risque, du point de vue de l'épargnant, dépend en partie de son horizon d'investissement. Donc, si vous n'avez pas le temps, vous ne pouvez pas prendre de risque. Et ça, c'est très important de s'en souvenir, quoi qu'il arrive. Maintenant, on sait très bien aussi que le rendement n'est pas là sur les obligations, et on le voit tous les jours, même s'il y a eu une énorme achat. Encore une fois, je crois qu'il faut être vraiment... À vos retraités mourants? Non, ils sont pas mourants d'abord. Ensuite, ça dépend vraiment. Alors, d'abord, ce qui les intéresse en ce moment, mais ce qu'on a du mal encore à apprécier, puisque rien n'est complètement finalisé, c'est bien sûr les enjeux de la loi Pacte. La constitution de l'épargne va commencer probablement un peu plus jeune qu'avant, et lorsqu'on va s'en préoccuper, il faudra être beaucoup plus responsable et accepter plus jeune de prendre plus du risque pour aller plus loin. Ça va pas rigoler. C'est comme ça. On revient bon, allez. Vous m'avez déprimé. Quels sont les thèmes qui vous ont marqué cette semaine, Eric? Les publications de résultats, j'ai trouvé vraiment c'était très bon, quoi. On s'attendait quand même à un résultat qui serait difficile, avec des profit warnings. Quand vous dites très bon, c'était partout très bon? Alors oui, Europe, États-Unis. Aux États-Unis, il y a à peu près un tiers des sociétés qui ont publié, je crois, et à peu près 18-20% en Europe. Et pour l'instant, on avait vu des révisions de bénéfices qui étaient en début d'année pour l'année 2019 à plus 6. On était arrivé à quasiment 0, voire négatif en attente des publications. Et on s'aperçoit qu'on remonte vers plus 1, plus 2. Donc en fait, il y a 77%, je crois, des publications aux États-Unis qui sont au-dessus des attentes, de l'ordre de 5%. Et puis en Europe, on est sur des publications où on est autour de 60%, 65% de publications supérieures au marché. C'est un élément, ça alimente la hausse. Ça aide quand même, parce que tout le monde était négatif en ce début d'année, qu'on vient de le dire. Tout le monde avec des perspectives où les industriels, les patrons d'entreprise seraient prudents sur ce qui va se passer dans l'année. Et on s'aperçoit qu'on a peut-être connu le point bas et qu'à partir du deuxième semestre, on avait fait de bases positives et qu'on va s'améliorer. Donc du coup, la bourse, elle réagit positivement et elle surprend les investisseurs. Alice, qu'est-ce qui vous a surpris? J'ai donné un thème, moi, ou pas? Non. Je sais plus. Vous avez je crois que j'ai oublié. Ce qui m'a marqué... enfin, c'est pas que j'ai oublié, c'est qu'en fait, je crois qu'on a oublié de vous donner un thème, plus exactement. C'est pas que j'ai oublié qu'on n'avait pas... Non, mais après, moi, ce qui m'a marqué, forcément, moi, je gère un fonds sur la santé. Alors, c'était pas tout à fait cette semaine, mais c'était plutôt la semaine dernière. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même une période très difficile sur le marché de la santé pendant une grosse semaine sur les marchés. Donc, je suis obligée quand même d'en parler. Pourquoi? C'est la frange gauche des démocrates américains. Évidemment, on entre dans le début des primaires, en tout cas de la réflexion de qui va être candidat aux primaires démocrates, puisqu'on sait plutôt que chez les républicains, ce sera plutôt un certain Donald Trump. Et donc, a priori, ils vont être assez nombreux, mais il y a Bernie Sanders qui est... 20 ou 21. 21, vous disiez, oui, c'est ça. Moi, je dis 20, elle dit 21. Il y a quelqu'un qui s'appelle Bernie Sanders, qui est la France gauche de la gauche. C'est le Mélenchon américain qui est pour Medicare for All, c'est-à-dire la sécurité sociale à la française aux US, un seul payeur, un seul acheteur, qui viendrait diminuer, en tout cas
négocier au maximum, notamment les prix des médicaments chimiques ou biologiques. Et alors là, la bourse s'est fait une joie de vendre le bébé avec l'eau du bain, ou de sortir, couler le bébé avec l'eau du bain, c'est ça, ouais. Et donc, en fait, on a la santé qui a quand même assez fortement baissé dans un contexte où c'était donc un segment qui avait beaucoup monté l'année dernière. Mais là, en fait, c'est finalement en train de se stabiliser et repartir à la hausse, puisque vous avez des nouveaux candidats qui arrivent, qui disent de nouvelles choses. Et quand même, les statistiques ne sont pas en faveur de Bernie Sanders en termes de capacité à être représentant des démocrates. D'abord, il est très âgé. C'est probablement la dernière fois qu'il le fera. Et puis, surtout, les Américains ne sont pas non plus une population très habituée à payer pour les autres. Il faut acheter la pharma. Il faut acheter la santé, en tout cas tout ce qui a été vendu fortement. En tout cas, nous, on a renforcé nos positions assez fortement. Vous avez d'autres questions à poser? Non, vous voulez prendre ma place? Eric Lewin? Je veux pas prendre votre place du tout. Menteur. C'est pas ce que vous avez dit à Alain Veil. C'est mon rêve absolu en fait, mais j'y arriverai pas. C'est le retour des fusions-acquisitions. Grosse rumeur sur Thomas Cook, le voyagiste qui est dans une situation déplorable. Aux États-Unis, Anna Darko, et puis des prises de participation. Elliott, vous savez, c'est le fonds activiste qui était rentré chez Pernod Ricard et rentré chez SAP. Elliott le Dragon. Elliott le Dragon, et SoftBank est rentré dans Wirecard, qui est une fintech allemande. Donc on a le sentiment quand même qu'il manquait un petit catalyseur. C'est les fusions-acquisitions. Et si on avait en plus ce catalyseur sur les marchés, alors là, ce serait le feu d'artifice pour la fin du semestre. Mais quand on vous entend, vous attendez 6 000 largement là sur le CAC. Non, mais c'est une question. Je vous pose la question. On a tous besoin d'une respiration, mais qu'elle vient pas. Et donc si elle vient pas, pour peu qu'il y ait en plus des gérants. Non, mais c'est possible, quoi. On peut faire encore 10% facilement sur l'année. 6 000, ça ferait pas 10%, ça ferait un petit peu moins, Marc. Un peu moins. Ouais, mais bon, je calcule 5 000, bon voilà. Non, non, c'est jouable. C'est jouable d'autant plus que si les gérants de fonds reviennent et si en plus on a ces fusions-acquisitions qui reviennent l'un des thèmes dominants. Valérie Plagnol est la spécialiste du Japon, puisqu'elle y a vécu très longtemps, et sa nouvelle de la semaine tourne autour du Japon. Ah oui, j'ai pas pu résister. Vous savez que le 1er mai, je parle encore. Oui, le 1er mai, nous rentrons dans l'ère de Reiwa, la nouvelle ère d'empereur. Donc, je pense que c'est un signe des temps d'ailleurs de vieillissement de la population, puisque l'empereur Akihito en fait quitte le trône, abdique en faveur de son fils, et pour des raisons de santé et de grand âge, lui-même étant monté sur le trône très tardivement, puisque son père avait connu un des plus longs règnes de l'histoire même du monde. Et c'était intéressant de faire un peu de nostalgie, puisqu'on se demande toujours aussi si le Japon de ces 30 dernières années était vraiment que des décennies perdues. Si ce Japon qui a été, pour rester sur les indices boursiers, vous vous souvenez peut-être qu'en décembre 1989, le Nikkei était quasiment à 40 000 yens et qu'il n'a plus jamais revu les 25 000 depuis cette époque. Qu'à l'époque, juste avant, c'était une société japonaise. Ce moment de nostalgie. Depuis 30 ans sur Nikkei. Ah, je vais pleurer. Ils avaient acheté le Rockefeller Center. Ben oui, je me rappelle très bien. On a eu et la dalle de la Tour Montparnasse. Et la dalle de la Tour Montparnasse. Donc on est effectivement dans cette période incroyable d'une politique monétaire, vous l'avez rappelé, ultra accommodante, mais qui a été tardive en fait. Il a fallu le choc de 98, de la crise asiatique, pour vraiment la Banque du Japon bascule. Ça a été beaucoup plus tardif qu'on ne le pense. Une crise financière mal digérée, le vieillissement de la population, où le retournement démographique commence en 94, et une population qui quand même a un sentiment de déclassement, d'avoir été dépassée par la Chine. On parlait de la deuxième puissance mondiale. Alors j'en arrête avec les côtés négatifs, parce que à côté de ça, c'est aussi un pays qui s'est ouvert à l'Asie, qui a progressé. L'homogénéité du pays, y compris, les inégalités sont creusées. Il y a une perception de moindre homogénéité. Pas trop d'immigration. Mais alors, le pays s'ouvre à la migration désormais. Ils sont bien obligés. Hein. Et c'est compliqué. Et puis, effectivement, c'est un pays qui s'est ouvert au tourisme. Ouais. C'est un pays qui a accueilli en 2018 31 millions de visiteurs. D'ailleurs, il s'en inquiète, et qui en attend plus de 40 pour les Jeux Olympiques, et qui espère même aller jusqu'à 60 millions. Vous allez finir sur une émission sur France 5. Découverte sur le Japon. Des racines et des ailes. N'oubliez pas que c'est quand même le pays de la robotique. C'est la robotique aussi. Et en même temps, c'est le pays où on meurt au travail, le fameux karoshi, qui reste une grande difficulté. Formidable. On se croirait à Thalassa. On peut aller aussi prison pendant longtemps. Alors on passe au top 3 avec beaucoup de surprises. Donc Eric Blaine, qui était premier la semaine dernière, est toujours premier. Avec 32,7%. C'est quand même énorme depuis le début de l'année. On peut applaudir ou pas? Vous avez rien foutu. Hein. Non, mais il fallait surtout rien faire. Louis de Montalembert, 27,2%. Troisième.
C'est moi? Alice Labou, 23,1%. Allez, on y va. On commence par vous, Alice. Vous avez de l'Orpea. Oui. On garde. Oui. Vous avez ABB. Je garde. IPG Photonics. Oui. 55% de hausse, on garde. Oui. Teradyne. Bien sûr, on garde. 52% de hausse, on garde. Exobionics. Mes chouchous. Et qu'est-ce qu'on achète? Eh bien, nous allons aux États-Unis. Nous allons acheter de la santé et quelque chose d'incroyable, l'Omnipod. Est-ce que vous connaissez l'Omnipod? L'Omnipod, c'est pas l'iPod, c'est pas l'iPhone, mais c'est l'Omnipod. Ça a été développé par une société qui s'appelle Insulette, qui propose des pompes à insuline pour les gens qui sont dépendants diabétiques de l'insuline. Et en fait, c'est assez nouveau, assez extraordinaire. C'est-à-dire que ce sont des petites pompes avec un patch que vous pouvez dissimuler sous les vêtements, qui sont remplis avec de l'insuline et qui vous permettent en fait d'avoir jusqu'à 14 injections autonomes donc d'insuline automatique, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'aller vous piquer quelque part aux toilettes ou dans une salle en fait à part, au contraire c'est programmé. Et ce qu'ils développent aujourd'hui est très intéressant, c'est-à-dire qu'ils sont en train de faire un partenariat avec une société qui développe des mini glucomètres, donc qui viennent vraiment prendre votre taux de sucre dans le sang, et bientôt nous allons avoir un pancréas artificiel développé par Insulette, c'est-à-dire que de manière autonome vous allez pouvoir à la fois tester votre taux de sucre dans le sang, ça vous fait rire. Et oui, là, on est passé sur la 5 dans l'émission santé. Je suis d'accord avec vous. Et on reste sur la même chaîne. On reste sur la même chaîne. On va finir avec Michel Sim. Tant qu'on finit pas sur... Bon, bref. Et donc, pardon? C'est fini, non? C'est presque fini. Non, parce qu'il y a d'autres... Voilà, non, voilà, donc c'est très bien, achetez Insulette. C'est Insulette, mais je croyais que c'est Omnipod. Omnipod, c'est leur produit. Ah d'accord, La Insulette. société s'appelle Insulette. INSULET, c'est eux qui produisent ce produit. Ils sont rentables depuis cette année. Il y a eu beaucoup de recherches et de développement. Allez, on y va, Insulette. Mais le marché du diabète, c'est quand même le deuxième. Bon, Eric Blaine, qu'est-ce qu'on achète? Alors déjà, on va sortir Michelin du portefeuille. D'accord, avec 33% de hausse. Vous avez du Altran, 62% de hausse. On garde. Et vous avez du SPI, 41% de hausse. Ça, je garde. Il y a encore du potentiel. Super. Et on va rentrer Ruby, en fait, en portefeuille. Ah ouais, super. Ça, je ne vais pas vous surprendre, Marc, quand même. Hein. Donc Ruby, c'est de l'aval pétrolier. C'est beaucoup moins sexy qu'Insulette. Mais donc, ça fait de la distribution de fuel de pétrole, station-service dans les îles en général, à l'endroit où ils maîtrisent complètement en fait la distribution, aussi du gaz aussi, non? Absolument, du GPL, donc en vrac et pour les industriels et en bouteille avec la marque Vitogaz. Et puis après ils ont du stockage, donc près des ports en fait, Rouen, Amsterdam. Et pourquoi on l'achète maintenant? C'est ça le choix. Alors pourquoi est-ce qu'on l'achète maintenant? Parce que l'année 2018 a été une catastrophe en fait pour Ruby. À la fois il y a eu tout un élément de conjoncture en fait sur le marché du pétrole et sur leur secteur à eux, notamment dans le raffinage. Donc c'est pas cher. Et ça a beaucoup baissé en fait. Et donc c'est une occasion quasi unique d'acheter un petit bijou, puisque ça s'appelle Ruby, normal. Ouais, non mais j'avais compris. Ah, vous pensiez que quand vous alliez dire un petit bijou, j'avais pas compris. Par exemple. Vous avez une... Ah oui, c'est vrai. Ok, donc Ruby. Voilà, à 48 € ça s'achète. Eric Lewin, on a du Whitby. On garde. Wavestone. Ouais. Big Ben Interactive, ça marche bien. Ouais, Fnac Darty, ça marche bien. LNA Santé. On garde. Qu'est-ce qu'on achète? D'après vous, moi qui suis un aficionado de Macron, on achète du Rothschild. Ah oui, bien sûr. Mais oui. C'est coté Rothschild? Bien sûr. Ça s'appelait Paris-Orléans avant, ça s'appelle Rothschild. Moins 1,5% de. Mais c'est la banque Rothschild. C'est la banque Rothschild. C'est la banque Rothschild. Avec une grosse activité, c'est les fusions-acquisitions 65%. La gestion privée pour les gens assez riches qui ont plus d'1 million d'euros en banque peuvent aller chez Rothschild. D'accord. Ils ont fusionné avec Martin Morel. Et vous n'avez pas de problème de conflit d'intérêt en ayant votre argent là-bas? Ah non, moi j'ai pas du tout d'argent. Vous savez, les journalistes, on gagne pas tellement d'argent quand même. Ce que je veux dire, c'est que le titre est vraiment pas très cher. Ils ont une marge de 27%. Ils sont largement au-dessus des ratios de solvabilité vous savez, les ratios de Bâle 2. Je crois que c'est 10,5, ils sont à 20%. Et surtout, c'est vraiment pas cher. Il y a un rendement de 3,5% et ça vaut 7 fois les bénéfices. Il y a un rendement, ils versent un dividende chaque année? Ils versent un dividende. Et le PE est pas très cher, ça vaut 7 fois les bénéfices. Autant je suis un peu dubitatif sur les banques classiques, Société Générale, BNP, parce que FinTech, taux zéro, autant sur Rothschild, je pense qu'on peut y aller. Ils étaient leaders dans les fusions-acquisitions en 2018 en termes de volume. C'est marrant, c'est une valeur dont personne ne parle. Personne ne parle parce qu'il n'y a pas beaucoup de liquidités, parce que les gens, quand ils regardent les banques, ils pensent plutôt acheter la SocGen, Natixis ou BNP. Mais je pense que c'est un bon call sur ce dossier. Merci beaucoup, merci à tous, merci à tous mes invités, merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission dont je peux déjà vous dire qu'elle sera exceptionnelle.